Directrice de l'ICEP à Lyon, retirée, du moins un temps, certains disent de la vie politique, mais toujours engagée sur le terrain des idées. En cette période électorale, c'est l'effervescence des idées. Quels sont selon vous les nouveaux clivages politiques? Où vous situez-vous dans le camp dit national ou nationaliste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Et puis nous évoquerons bien sûr la situation à la frontière polonaise. De quoi est-ce le révélateur? On va justement démarrer par cela. Crise migratoire, invasion migratoire, disent certains, drame humain s'indignent d'autres. Comment vous qualifiez ce qui se passe en ce moment à la frontière polonaise? Oui, on voit bien là qu'il y a une œuvre de déstabilisation politique dans laquelle l'immigration est une arme. Mais on feint d'être surpris, mais ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois seulement de cela, le Maroc a utilisé exactement le même procédé contre l'Espagne. On l'a oublié. 8000 migrants qui ont volontairement été laissés vers la frontière espagnole dans le cadre d'un conflit qui les opposait tous les deux. La Turquie, à de très nombreuses reprises, a également utilisé le chantage migratoire. Je me souviens notamment au moment où l'Union européenne avait critiqué son intervention, ou son rôle du moins, obscur en Syrie. Ça a été le cas également lorsque l'Union européenne ne voulait pas verser la deuxième tranche de milliards, souvenez-vous, dans le cadre de l'accord entre l'Europe et la Turquie. Ça a été le cas aussi lorsque la Turquie demandait de fait le redessinage des zones économiques exclusives, donc des zones maritimes avec Chypre et avec la Grèce. Et donc on voit bien que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais qui feint de s'étonner de cela? Qui? D'une certaine manière, la Commission européenne, parce qu'on voit bien que là, on feint de découvrir que finalement l'immigration peut être utilisée comme un moyen de pression. Ce qui est assez étonnant, c'est la réponse à géométrie variable à laquelle on assiste. C'est-à-dire que face à la Turquie, on donne les milliards et on met quelques petites sanctions, mais absolument dérisoires, et surtout on évite de s'offusquer publiquement. Face au Maroc, silence radio. Face aux ONG qui, elles, organisent, c'est de notoriété publique, le trafic de migrants, là on applaudit ou subventionne. Et en ce qui concerne la Biélorussie, on a un frémissement de réaction, mais qui ne va pas jusqu'à, par exemple, le soutien financier de la construction du mur voulu par la Pologne et par 12 autres, d'ailleurs, États européens qui plaident pour qu'il y ait des frontières physiques maintenant qui soient mises en place pour ne pas être à la merci du chantage permanent de ces pays. Mais là, s'agissant de la Biélorussie, quand même, c'est pas les ONG qui font venir les migrants. Non, là, pour le coup, c'est carrément le régime biélorusse qui achemine je suis totalement des d'accord. migrants depuis la Syrie, depuis le Liban, jusqu'à la frontière avec l'Union européenne. Et puis derrière, on voit l'ombre de Vladimir Poutine quand même. Est-ce que vous pensez comment est-ce qu'on doit réagir face à ça? Je fais un parallèle simplement parce que vous avez raison, les ONG ne sont pas des États, mais néanmoins on est face à un trafic organisé de fait et subventionné en partie par de l'argent public, parce que c'est souvent des associations qui sont applaudies par la gauche. Et ce que je veux dire, c'est que c'est amusant de constater que dans un cas, c'est admis comme une œuvre de déstabilisation et dans l'autre, c'est considéré comme une œuvre de richesse. Voilà. En ce qui concerne la Russie, et là, en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes français qui explique qu'il n'y a pas de preuve formelle pour l'instant, en tout cas, du rôle de la Russie. Mais ce qui est sûr, ce qui est absolument sûr, c'est que de toute façon, cette crise entre l'Europe et la Biélorussie sert la Russie. Pourquoi? Parce que plus les relations sont mauvaises entre la Biélorussie et l'Union européenne et la Pologne, plus elle a la certitude que le régime biélorusse restera dans son giron. Alors que, souvenez-vous, les relations n'étaient pas si bonnes d'ailleurs avant la réélection du président biélorusse. Et donc, elle a l'assurance qu'elle ne glissera pas inexorablement vers l'appel otanien et qu'elle restera dans son giron stratégique. Donc, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la Russie a intérêt à cela. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Union européenne a intérêt à cela? Parce que finalement, cette crise, elle est aussi le résultat d'une espèce de guerre froide, si on devait prendre un peu de hauteur, entretenue avec la Russie et ses alliés, qui vient à la suite des sanctions qui ont été décidées à l'égard de la Biélorussie suite à ces élections. Il n'y a pas de doute sur le fait que le président n'est pas un démocrate, on est d'accord. Mais les Chinois non plus, les Qataris non plus, les Saoudiens non plus, les Turcs non plus. Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours ce problème de cohérence dans la manière dont les relations internationales sont conduites. Comment on agit, comment on réagit? Vous avez un prisme, en tout cas une proximité peut-être avec Poutine et le régime, non, plutôt plus qu'atlantiste, nous sommes bien d'accord. Ah non, moi je pousse pour un rapport d'équilibre. Je n'ai pas une fascination pour les Russes, je n'attends pas que les chars russes viennent nous sauver. Je n'ai pas non plus une fascination pour les Américains. Ils peuvent être des alliés de circonstance ou des partenaires. Ils peuvent aussi être des adversaires résolus les uns comme les autres selon les sujets dont on parle. Voilà, mais je suis pour un rapport d'équilibre et je ne suis pas sûre que l'Union européenne ait intérêt
à ce que la Russie, qui est ce partenaire notamment énergétique et géopolitique, soit systématiquement présentée comme le grand méchant loup du jeu mondial. Voilà, tout simplement. Alors, la crise des migrants, en ce moment, pose plusieurs questions. Parmi celles-là, la question de la frontière, tout simplement. Est-ce que les Polonais sont en droit de défendre leurs frontières? On ajoute un élément, c'est vécu comme une menace existentielle. Est-ce que les autorités européennes comprennent la légitimité de cette préoccupation, c'est-à-dire une vague migratoire vécue comme une menace existentielle? Ah non, je ne crois pas du tout. Mais alors, première réponse, les Polonais sont évidemment légitimes et ils ne défendent pas d'ailleurs la frontière polonaise, ils défendent la frontière européenne. On a là le cœur nucléaire d'un sujet qui devrait être le premier levier de coopération entre Européens, la question de la protection de nos frontières communes. Mais l'idéologie de la Commission européenne empêche que ça soit pris à bras-le-corps. On voit bien que, notamment Frontex, bien que les budgets aient été augmentés, il y a eu de nombreux rapports là-dessus, ne fonctionne pas, n'a pas un mandat clair, n'a pas un rôle qui est bien défini et qui du coup le rend efficace. Les relations d'ailleurs sont tellement exécrables entre la Pologne et la Commission que la Pologne a refusé que les gardes-frontières de Frontex interviennent, parce que j'imagine qu'ils doivent se dire qu'ils vont davantage être là pour observer et faire des leçons humanitaires plus que pour véritablement aider. Donc c'est quelle est l'idéologie? Vous avez dit l'idéologie de l'Union européenne. Ah, mais l'idéologie pro-immigration, multiculturaliste, qui considère que l'immigration est d'ailleurs une partie de la solution aux problèmes démographiques que Pourtant, connaît l'Europe. les autorités européennes latencent la Biélorussie et plutôt, même si vous estimez que le soutien est timide à l'égard de la Pologne, soutiennent la Pologne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, ils tensent la Biélorussie, certes, pour toutes les raisons aussi géopolitiques dont on a parlé, mais concrètement, la réponse, quelle est-elle? C'est-à-dire qu'il y a le refus quand même aujourd'hui de la présidente de la Commission de financer ce mur, qui manifestement serait quand même une partie de la solution. On voit bien que la Hongrie a commencé à mettre en place une protection physique de ses frontières et que cela a quand même manifestement fonctionné. L'Union européenne régulièrement sur le plan migratoire, et c'est vrai dans le droit européen et dans la jurisprudence européenne, met en place des législations qui sont extrêmement laxistes et qui sont autant d'appels d'air finalement à cette immigration. Je pense notamment au droit d'asile, qui aujourd'hui est très largement régenté par le droit européen. Là, au moment où nous parlons, il y a une situation, il y a le froid, il y a tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une urgence. Vous n'êtes pas aux responsabilités, mais vous parlez d'une construction d'un mur. Et aujourd'hui, quand il y a des milliers de migrants qui sont là, que fait-on? Mais madame, j'entends bien. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous commencez à dire, exactement d'ailleurs comme l'avait fait François Hollande à l'époque, avec l'immigration syrienne, entre autres choses, nous ouvrons nos portes, nous les accueillons, vous vous doutez bien que demain, ce ne seront pas 4000 migrants qui vont être stockés à la frontière, mais ce seront des dizaines de milliers, exactement comme d'ailleurs 10 000 Algériens sont passés par l'Espagne il y a quelques mois dans l'indifférence générale. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de pouvoir accueillir ces personnes. Donc il faut faire en sorte qu'elles puissent être reconduites d'où elles viennent. Probablement d'ailleurs, alors ça a commencé à être fait, poser aussi la responsabilité des Biélorusses, vous l'avez dit, mais peut-être aussi de la Turquie, puisque manifestement la compagnie aérienne Turkish Airways aurait contribué à ce que ces migrants passent par ces compagnies aériennes pour ensuite arriver par la frontière biélorusse. Donc on voit bien qu'il y a tout un système organisé de passage et de trafic à chaque fois qui devrait être démantelé de bout en bout. Mais voilà. Comment on fait pour les reconduire? Ils sont en Biélorussie, donc on prend des sanctions contre la Biélorussie, on accroît ces sanctions. D'ailleurs, l'Europe doit prononcer demain de nouvelles sanctions, mais... Il y a en effet, cette pression alors précisément la situation est le résultat des sanctions qui ont été émises contre la Biélorussie, comme vous le savez, à la suite de la manière dont ont été conduites les élections. Je ne suis pas sûre que le résultat ait été extrêmement efficace. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, il faudrait que les Russes interviennent dans le dispositif. Ce pourquoi d'ailleurs nous aurions intérêt à non plutôt que de les vilipender, chercher à travailler avec eux, parce qu'une partie de la réponse se trouve dans la relation que la Russie a avec la Biélorussie. Parce que je vous le disais tout à l'heure, si nous braquons également les Russes, le résultat est que finalement cette crise leur servira, et que si les Biélorusses décident de couper le gaz comme ils menacent de le faire auprès de l'Union européenne, de toute façon, ce gaz passera par les gazoducs russes. Donc au final, ils finiront par être les gagnants du dispositif. Alors, on parle beaucoup du contraste entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale aujourd'hui. Comme si l'Europe centrale était plus conservatrice et l'Europe de l'Ouest avait renoncé à une certaine idée de la nation, de l'identité, tout ça. Mais est-ce que ce contraste est aussi fort qu'on le dit? Est-ce que si on se détache des élites et on se tourne vers les peuples, est-ce que les mêmes angoisses existentielles existent aujourd'hui en Pologne, en Hongrie, en France, en Italie? Ou est-ce qu'il y a véritablement une différence presque de civilisation au cœur même de l'Europe?
Non, je pense que cette angoisse, elle est partagée, même si elle est vécue de manière différente. J'ai souvenir, lorsque je me suis rendue à Budapest il y a quelques semaines de cela, d'avoir entendu l'intervention d'un certain nombre de ministres, dont des ministres polonais, qui, au cœur de leur discours, parlaient justement de cette angoisse existentielle, de cette menace migratoire. Et d'ailleurs, le premier exemple qu'ils citaient, comme un contre-exemple, évidemment, c'était la France. Mais est-ce que ce sont pour autant des modèles pour vous, Pologne, Hongrie, des modèles à suivre? Mais non, mais si vous voulez, à partir du moment où vous êtes attaché à la souveraineté des peuples, vous admettez quand même, et ça devrait être le cas de l'Union européenne, que chaque pays ait une culture, une singularité, un être au monde qui lui soit propre. Donc moi, je ne suis pas choquée que les Polonais aient voilà, une certaine approche de la politique, un rapport, un vécu culturel qui soit différent d'une autre. Et je ne suis pas là pour leur expliquer comment ils doivent vivre, d'autant plus. Mais jusqu'où, Marion Marchand, la Pologne, ce qui lui est reproché, ce sont quand même des réformes judiciaires qui sont très controversées. C'est-à-dire, et l'Union européenne vous dit, c'est pas les mêmes valeurs. Ce qui est assez amusant sur cette affaire de la Pologne, c'est qu'on a expliqué, on a dit oui. Alors finalement, la Pologne, dans le cadre de sa cour constitutionnelle, a expliqué que le droit polonais est donc supérieur au droit européen, précisément parce qu'il y avait eu des conflits, vous l'avez dit, l'Union européenne a reproché notamment à la Pologne un certain nombre de projets de loi ou de réformes de la justice, de projets de loi sur l'avortement, sur un certain nombre de sujets bioéthiques. Et la première réponse qui a été faite par les commentateurs, c'était de dire oui, mais c'est scandaleux, d'autant plus que la Pologne a signé ces traités, donc elle était d'accord. Mais pardon de vous dire qu'à aucun moment les traités de l'Union européenne ne sont censés régir l'organisation de la justice des différents pays. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la réforme, c'est pas le sujet. Et moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais je réponds sur la légitimité. Vous répondez sur et je réponds sur le fait aussi qu'à aucun moment il n'a été, au moment de la signature des traités, dit qu'il y aurait une telle dérive idéologique de la part de la Commission européenne qui consiste aujourd'hui à imposer un agenda, de militantisme LGBTI à tous les niveaux, d'un progressisme bioéthique forcené, qui consiste aujourd'hui à un manque total de subsidiarité et à imposer une vision sociétale au pays. Les pays n'ont pas signé pour cela. Les dérives d'une réforme judiciaire qui contraint. Non, mais moi, alors je vous le dis, je vous le dis, la liberté. Je vous le dis tout de suite. Je suis pas du tout de celles qui défendent l'idée de cette réforme, et je l'aurais pas conduite comme cela en France. Donc j'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les pays sont pris en otage par cette dérive, cette extrapolation des traités, ce piétinage finalement de la Commission qui cherche à imposer de plus en plus de choses en dehors du cadre des traités. Et c'est d'ailleurs pas autre chose, pardon, je finis là-dessus, qu'a dit également la Cour constitutionnelle allemande, qui elle n'était pas dans C'est autre chose, c'était sur un autre sujet. Alors c'était tout à fait sur un autre sujet. C'était pas du tout sur le même thème. C'était pas du tout sur le même thème, mais c'était au fond, c'était le même résultat. C'était de dire, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne sort de son mandat des traités. Elle ne respecte pas la lettre des traités, et donc je demande à ce que cette lettre des traités soit respectée. Donc évidemment, c'est pas la même affaire, c'est pas la même décision du tout, mais au final, on se retrouve un peu dans la même conséquence, si je puis dire. On va théoriser depuis un certain temps l'alliance des droites et votre envie de voir tomber les digues entre la droite traditionnelle et, disons, la droite nationale ou nationaliste. Éric Zemmour porte aussi cette volonté d'union des droites. Est-ce que vous avez le même projet ? Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai défendu cette stratégie avant lui, parce que je pense que, en l'occurrence, il est commentateur depuis beaucoup plus longtemps que je n'ai fait de la politique, donc ça a été un peu deux analyses et deux conclusions, j'imagine, parallèles. Je suis pas sûre que l'union des droites soit un projet en tant que tel. Hein. L'objectif dans la vie, c'est pas de se battre pour la droite, c'est plutôt un moyen de rendre l'accession des idées nationales aux affaires plus évident, tout simplement. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'ailleurs d'une alliance de partis, parce que je pense que personne ne peut légitimement imaginer aujourd'hui qu'il puisse y avoir une alliance entre, typiquement, le RN, par exemple, ou les Républicains, mais une alliance de personnes, de personnalités. C'est vrai qu'à l'époque, notamment RN, moi j'avais plaidé au moment des législatives pour qu'il y ait des listes blanches et non pas des listes noires. Ça veut dire identifier des candidats chez les Républicains qui sont suffisamment, on va dire, compatibles avec le RN pour ne pas leur mettre de candidats en face, dans l'espoir que celui-là en puisse... dépassant les étiquettes et Exactement. Pas savoir qui a eu la primauté de cette idée, mais vous partagez ce... Voilà. Après, je trouve que c'est une partie de la réponse. Elle n'est pas exclusive, mais en tout cas, elle aurait dû, selon moi, s'imposer depuis longtemps dans le débat politique, surtout au moment où les Républicains, souvenez-vous, au moment de la guerre Copé-Fillon, c'était quand même très largement effondré, où il y avait un espace pour pouvoir remplir à ce moment-là, qui n'a pas été malheureusement pris. Au-delà de la fusion des appareils que vous laissez de côté, quel doit être le noyau doctrinal de cette éventuelle union des droites ?
Ce que je constate aujourd'hui, parce qu'on dit beaucoup que les clivages évoluent, bougent, changent, que le clivage droite-gauche est dépassé. On y oppose d'ailleurs souvent de nouveaux termes très intéressants d'ailleurs, que ce soit le progressisme, le conservatisme, le populisme, le nationalisme, le mondialisme, le localisme, j'en passe et des meilleurs. Tous ces clivages d'ailleurs ayant un peu de véracité et de la justesse, même si souvent ils sont cantonnés au monde des idées. Ils ont beaucoup de mal à devenir opérationnels dans le monde politique. Selon vous ? En tout cas, les Français ont du mal à s'approprier ces termes. Je pense que vous rencontrez pas beaucoup de gens dans la rue qui vous disent « je suis localiste, je suis mondialiste ».